Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission ML2 Parents Live, le débrief numéro 33 pour cette saison. Sur 34 journées, on approche de la fin, on touche au but pour la plupart des clubs et beaucoup de choses ont été officialisées ce week-end, ce vendredi 2 mai de 33e journée avec un gros multiplex, 9 matchs, 18 équipes engagées dans ce multi très important en vue de la fin de saison, des enjeux à peu près partout sauf dans 2 rencontres. Donc finalement, pas mal de choses à débriefer tous ensemble. Je suis accompagné de mes collègues chez Malik 2, Karel et Étienne. Salut les gars. Salut. On va parler un petit peu de ces enjeux qui étaient sur les derniers matchs de la saison, sur les avant-derniers matchs de la saison, et un petit peu les résultats majeurs qui ont pu avoir lieu, avec beaucoup de casse devant les clubs du top 5 qui se sont pas trop mis en avant, pas trop mis en lumière. On va débriefer ça tout de suite avec déjà les résultats. Voilà, vous les voyez affichés sur le site de la Ligue 2. On a Ajaccio qui bat Lorient 2-1. Moi, je ne voyais pas trop venir, mais voilà, c'était une belle victoire des Ajacciens pour leur dernière à domicile. La victoire d'Amiens 4-2 contre Pau, qui ne veut pas dire grand-chose au classement général, en tout cas qui n'a pas d'importance dans les zones importantes. Caen qui fait match nul contre les Red Stars 1 partout, ce qui assure le maintien du Red Star, on en parle juste après. Clermont qui bat Annecy 3-2, ce qui permet aux Clermontois de reprendre leur dessin entre leurs mains et qui élimine le FC Annecy de la course au top 5. Dunkerque et Laval font match nul 0-0. C'est tout ce qu'il fallait aux Maritimes pour assurer leur place dans le top 5. Grenoble et 3-3-1, ça n'a pas trop d'importance au classement général. Guingamp qui fait match nul 2-2 contre Bastia seulement. C'est-à-dire que Guingamp est toujours 5e, mais peut encore perdre sa place en play-off 1 à la 34e journée. Martigues qui arrache le point du match nul contre le Paris FC 1 partout. Malgré tout ça, Martigues passe 17e derrière Clermont et le Paris FC est officiellement promu en Ligue 1. Et enfin, le FC Metz qui fait 3-3 contre Rodez dans un match à rebondissement, ce qui permet au Paris FC d'être sûr d'être dans le top 2 au minimum. Voilà un petit peu les résultats de cette 33e journée avec bien sûr le gros événement, c'est quand même la promotion du Paris FC en Ligue 1, messieurs. On le sentait venir, on savait que c'était une course à 3 clubs et que c'était ceux qui allaient le moins s'essouffler sur la fin qui allaient pouvoir obtenir leur ticket. Bon, clairement, le Paris FC méritait plus que Metz sur cette fin de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quelqu'un veut débriefer en premier? Si on compare les deux, ce qu'on peut dire en premier, c'est que Metz ne mérite pas de monter directement sur la fin de saison qu'ils sont en train de faire. C'est un club qui pourtant est habitué à jouer les sprints pour la montée en fin de saison, mais là, ils sont en train de rater leur dernière ligne droite. Bon, pour eux, ce sera le play-off 2, mais voilà, Paris a tenu malgré pas mal d'absents à Martigues. Bon, ils ont fait que ce match nul, mais ça suffit, donc Oui. on oubliera vite. Hein, donc oui, c'est mérité. Et puis surtout, c'est l'achèvement d'un projet de plusieurs années. Et le Paris FC, quand même, avait cette ambition depuis un moment. Je pense même que ça aurait pu arriver plus tôt. Il y a 2 ans, il y a eu cette saison ratée avec Thierry Loret, on peut le dire, où il y avait eu déjà un recrutement peut-être pas aussi ambitieux que cette année, mais quand même déjà assez ambitieux. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus logique sur le long terme et sur cette année. Ouais. Et sur le match nul est plutôt logique. Voilà, c'est Martigues a encore bien bousculé un Paris FC qui jouait justement sa montée et qui, avec seulement un match nul, aurait pu voir Metz revenir à seulement 2 points à la dernière journée. Donc c'était pas un bon résultat pour le Paris FC, ce match nul. Faut pas se leurrer, faut pas se dire que Paris joue en tombe ou quoi. C'était vraiment un match très serré, très très compliqué, beaucoup de parades pour étiler dans les cages en première mi-temps. Ça a pas mal canardé jusqu'à cette ouverture du score de Pierre-Yves Hamel. Pareil, Hamel récompensé aussi pour ses efforts. Il est bien revenu dans la discussion pour cette fin de saison. On a vu que entre ses blessures, ses pépins de forme et là, il a quand même mis des buts importants sur cette fin de saison qui permettent, je crois qu'il marque à Bastia, contre Bastia, pardon, si je dis pas de bêtises. Aussi, voilà, c'est des buts super importants d'Amel qui permettent au Paris FC
voilà, d'accrocher enfin cette place en Ligue 1 et c'est mérité sur l'ensemble du travail fait par les différentes directions, bah, surtout la direction Ferracci d'ailleurs, plus que la nouvelle qui n'a pas fait grand chose. Et d'ailleurs, Pierre Ferracci a encore un petit peu, a encore sa place d'ailleurs dans cette réussite-là. Il est encore au club. Mais ouais, Stéphane Gilly, bien sûr, qui a fait un gros travail. Après, Paris FC, c'était plus le Paris FC des premières années en Ligue 2 quand ils arrivaient à faire 2-3 playoffs. Là, il y a quand même beaucoup plus de moyens et on va dire qu'un échec dans la course à la montée, même à la course à la montée automatique, ça aurait fait tâche quand même cette saison, même s'ils n'étaient pas pressés non plus et qu'ils auraient pu se dire on attend encore un an avant de tout bouleverser. Voilà, là, il était temps quand même pour le Paris FC de monter. C'était qu'une question de temps finalement. Et donc ce résultat un partout qui empêche aussi Paris, mine de rien, de revenir à hauteur de Lorient à un match de la fin. Et ce qui donne un gros avantage aux Merlus pour le titre, même si ceux-ci ont perdu. Voilà. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Martigues? Martigues qui perd sa place. Alors ça, c'est cruel. Hein. Franchement, arriver à faire un match nul un partout contre Paris pour au final voir Clermont nous revenir dessus, alors qu'ils avaient aussi un match compliqué. Ouais, c'est bon. Je sais pas toi, Karel, de ton point de vue, est-ce que tu penses que Martigues est pas condamné, mais on va dire là, ils doivent faire un exploit à Lorient, qui doit jouer, qui doit obtenir encore son titre. On va dire que le résultat de Clermont contre Annecy a un petit peu mis à mal les chances de maintien du FC Martigues. Ouais, bah c'est ça, c'est ce qu'on avait dit sur des épisodes précédents, c'est que Clermont avait une fin de calendrier beaucoup plus favorable que celle de ses concurrents. Maintenant, Martigues a montré qu'ils étaient capables d'aller chercher des résultats surprises. Là encore, il fallait trouver le moyen de revenir au score, de garder ce point du nul contre une équipe du Paris FC, tu l'as dit, qui jouait la montée directe et pour qui eh ben, le match nul n'était pas forcément un bon résultat. Leur malheur, c'est que dans le même temps, Clermont s'est réveillé contre Annecy, a réussi à faire le travail en prenant rapidement 2 buts d'avance, en étant capable de creuser à nouveau l'écart quand Annecy est revenu à 2-1. Donc voilà, Clermont a l'avantage sur cette fin de calendrier, a l'avantage sur le papier sur cette dernière journée aussi, parce qu'ils se déplacent chez une équipe de Rodez qui ne joue plus rien, mais Rodez, on les connaît, ils saboteront pas leur dernier match, ils vont jouer à fond devant leur public aussi, donc ça sera pas facile non plus pour une équipe de Clermont qui est pas encore guérie, hein. C'est une belle victoire, mais on est quand même loin du compte pour le moment. À l'image du but de Moncy où je crois que c'est Da Silva qui se rate complètement, qui glisse totalement et qui offre le ballon le face à face quoi. Ah non, et Clermont c'est pas un miracle qu'ils aient gagné, mais ils ont de la chance quand même d'avoir pu mettre ces 3 buts assez tôt, surtout les 2 premiers quand Annecy n'était pas encore dedans. Ouais. Mais sinon. C'est ça, mais du coup, effectivement, ça sera vraiment pas facile pour Martigues à Lorient parce qu'il y a de l'enjeu pour Lorient. Ah ouais. Même si on a vu que les Merlus étaient capables de perdre contre Ajaccio aussi, mais c'était en déplacement à Ajaccio. Là, ce sera chez eux avec la possibilité de fêter le titre au Moustoir. C'est quand même une belle carotte, mais voilà, Martigues nous a surpris sur toute la phase retour, donc ça laisse du suspense encore en bas de tableau, mine de rien. C'est bien pour tout le monde, mais ça sera forcément une soirée difficile, pleine de stress, je pense, pour les supporters martégots, pour ceux de Clermont aussi. Mais d'un point de vue neutre, ce sera forcément plus excitant à suivre. Un mot, Karel, sur la promotion du Paris FC, toi qui as vu, qui était déjà là chez ma Ligue 2 pour les barrages, les playoffs 1 qu'ils ont perdu comme ça à Rodez sur une séance de tir au but improbable. Voilà, c'était un scénario qui se répétait un petit peu sur les différentes années, tous les playoffs, tous les matchs perdus. Voilà, là, ils ont réussi à sauter cette étape-là. C'était le plus important finalement, éviter à tout prix cette loterie au final et ces matchs à répétition au mois de mai qui auraient pu vraiment annihiler tous les efforts d'une saison entière. Ouais, je pense que même s'il y a un nouvel actionnariat, un nouveau propriétaire, il y a quand même les derniers playoffs effectivement qui sont dans la tête du Paris FC. Donc si on pouvait, comme tu l'as dit, skip cette étape, c'était peut-être pas plus mal, surtout qu'il y avait quand même quelques clients pour le coup, un client potentiel donc qui aurait été très sûrement, même si c'est pas encore joué, Dunkerque ou Guingamp, à écarter pour un playoff 1.
Ensuite, essayer de bien négocier une confrontation aller-retour contre une équipe de Ligue 1 et pour une équipe du Paris FC qui a beaucoup plus de pression que les saisons précédentes, même si le discours de Stéphane Gilly, à qui on a beaucoup posé la question en conférence de presse, a toujours été que le projet c'était une montée en 2 ans. Je pense que pour tout le monde, pour tout l'écosystème, c'était mieux de l'avoir sur la première année pour éviter d'avoir encore plus de pression sur la seconde saison. Sur une seconde saison, où il risque quand même d'y avoir quelques clients avec potentiellement une redescente de Saint-Etienne par exemple, qui je pense va vouloir remonter très très vite aussi. Donc mérité pour le Paris FC, et je suis assez d'accord avec Étienne aussi sur le fait que c'est mérité pour le Paris FC et c'était pas mérité pour le FC Metz, son concurrent principal, qui a complètement galvaudé sa fin de saison. Je regardais un peu tout à l'heure, mais le Paris FC, depuis le début du mois de février, c'est quand même simplement 2 défaites, 2 matchs nuls, et tout le reste, c'est des victoires. Donc le Paris FC a tout simplement été plus décisif dans la dernière ligne droite, même si on en parlait, le FC Metz a quand même eu une belle montée en puissance à un moment, mais sur ces derniers matchs, le Paris FC a mieux négocié, notamment ses absents, parce qu'ils ont quand même dû faire sans Crasso, sans Kebal sur certaines rencontres. Donc voilà. On va un but par match sur les 3 dernières rencontres pour le Paris FC, mais ils prennent les points là où le FC Metz n'en prend pas forcément. Donc bravo à eux, et c'est mérité de toute manière sur l'ensemble de la saison. Et pour le coup, Metz marque beaucoup plus, mais concède aussi beaucoup plus. Là, c'est là où ils avaient vraiment une très très bonne défense sur les 2 premiers tiers de la saison. Là, on a vu quand même les lignes s'étirer un petit peu, beaucoup d'attaques passer dans le dos. Alors on sait que Pau et Rodez, c'est pas non plus les pires attaques de la Ligue 2, mais là sur les 2 derniers matchs, j'ai été complètement estomaqué de voir une défense messine se déliter comme ça, et on a vu en fait que c'était peut-être aussi en l'absence de Sadibou Sané. Étienne. Ça fait 3 matchs qu'il n'est pas là, Sadibou Sané, et sur ces 3 matchs, Metz a pris donc 7 buts. Voilà. Ça et peut-être Ismaël Traoré qui est plus à la hauteur de ses meilleures années. Ça, on l'a vu. Bon voilà. Aboubacar Lo, il a concédé 2 pénaltys assez, j'allais dire grotesques, non, c'est un peu méchant, mais assez regrettable, voilà. C'est sur les 2 derniers matchs, et Mboula, la recrue hivernale, il n'y a pas trop à l'incriminer, mais on sent que c'est pas ce qu'il y a eu de mieux en ce moment au niveau de la défense centrale pour le FC Metz, et d'une manière générale, j'ai l'impression que cette équipe physiquement est malheureusement en train de baisser au pire des moments, et c'est pas les seuls d'ailleurs, parce que si on regarde les poursuivants dont on va parler après, il y a pas mal de craquages et d'irrégularités. C'est vrai, mais quand tu vois que à domicile, dans un match que tu dois absolument gagner, en dehors de la possession de balle et donc du nombre de passes, tu fais jeu égal avec Rodez. Alors Rodez, il méritait peut-être pas aussi d'être aussi mal classé cette saison. 14e, c'est un petit peu. Rodez, Rodez, ils font partie des clubs qui ont la meilleure différence de but je crois que c'est la meilleure différence de but dans la deuxième partie de tableau. Voilà, c'est pas n'importe qui, mais faire jeu égal quand tu es dans un match aussi important. Alors, ils ne savaient pas que le Paris FC faisait match nul, mais ils auraient pu se rapprocher d'eux avant cette J34 et faire que jeu égal contre Rodez, leur laisser autant d'occasions. Au final, tu marques que sur des pénaltys qui sont bien sûr là, mais voilà, pour moi, c'est ma grosse déception de la fin de saison. Mais là, je les attendais vraiment beaucoup plus réguliers que ça avec l'expérience qu'ils ont. J'ai l'impression que tout le travail du coach Le Mignan, c'est un petit peu délité là, ces derniers temps. Je m'attendais plutôt à ce que ça monte en puissance, tu vois, avec la confiance, avec les automatismes qui allaient se créer, que sur la phase retour, ça allait être un rouleau compresseur. Mais là, on voit vraiment les limites que ce club peut avoir. Après, je crois que le match nul à Caen, c'était vraiment une grosse occasion ratée. Oui. C'est vraiment 2 points de perdu, ça les a mis un peu dedans, et ils s'en sont pas vraiment relevés, j'ai l'impression. Non, tout à fait. Et donc, Metz qui va devoir, quoi qu'il arrive, en passer par les playoffs avant le barrage potentiel contre le 16e de Ligue 1, pardon. Et ce playoff 2, donc, qui sera joué à domicile, quoi qu'il arrive, ce sera contre Dunkerque ou le vainqueur, le vainqueur de la course à la 5e ou à la 4e place. Ça peut être Guingamp qui passe devant Dunkerque, ou ça peut être Laval qui passe devant Guingamp.
Donc voilà, il peut se passer encore plein de choses. On ne sait pas encore quel match va être joué par le FC Metz, mais en tout cas, ça va pas être facile du tout, surtout si à domicile tu réitères ce genre de prestation contre une équipe que tu es censé battre. Voilà, c'est pas la première fois que Metz déçoit un petit peu. Déjà contre le Red Star la semaine précédente, voilà, c'était le cas. Des équipes du bas de tableau qui arrivent à prendre des points à Saint-Symphorien, et c'est pas normal quand tu veux monter directement. Ce ne sera pas le cas du coup. Et Metz qui laisse encore des points en route et qui va pouvoir avoir des regrets, qui ne prend même pas forcément confiance, on va dire. On pourrait dire que la confiance accumulée pourrait faire du bien justement au Grenat sur cette fin de saison. Et là, ce n'est pas du tout le cas, et surtout que ils sont censés être les favoris, surtout que derrière ça cale aussi. Dunkerque, ça ne gagne pas beaucoup de matchs. Alors 0-0 contre Laval, c'est finalement un bon résultat pour Dunkerque qui a été pas mal assiégé sur la première partie du match. Il y a eu pas mal de bonnes occasions lavalloises. Finalement, ça s'est équilibré sur l'ensemble du match, mais il fallait un match nul à Dunkerque. Dunkerque l'a obtenu et Dunkerque sera forcément dans le top 5 quoi qu'il arrive à la fin de la J34. Donc bravo aux Dunkerquois. Je pense que là, pour le coup, même si Dunkerque est aussi en grosse perte de vitesse, on ne peut pas non plus les accabler d'avoir, après le nombre de matchs qu'ils ont eu, la saison qui est incroyable qu'ils ont eu, on ne peut pas trop les accabler non plus d'être un peu fatigués sur la fin. Mais ça peut leur coûter quand même en play-off. Là, dans des matchs à enjeu comme ça, il va falloir faire un petit peu mieux que contre ce Laval-là qui heureusement pour les Maritimes, ont laissé passer leur chance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Ouais, non, c'est sûr que c'est compliqué de les blâmer, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui jouait le maintien la saison passée. Qui là est allé jusqu'en demi-finale de Coupe de France, a mené 2-0 contre le PSG en demi-finale de Coupe de France, et a été dans le top 5 à peu près, je sais pas à partir de quand, mais à partir du moment où ils y ont été, j'ai quand même l'impression qu'ils y sont restés. Donc que ce soit physiquement ou mentalement, ça a été éprouvant. Maintenant, c'est vrai que ça fait un mois à peu près, ou un mois et demi, que c'est compliqué au niveau des résultats. À voir s'ils sont capables de se remobiliser pour les playoffs. Maintenant, c'est pas un objectif aussi affirmé que le Paris FC. Ça reste quand même une belle aventure. Je pense qu'ils voudront performer au mieux, mais effectivement, c'est quand même compliqué là de les blâmer. On comprend la fin de saison compliquée, mais c'est sûr que pour passer le premier tour des playoffs, que ce soit contre Guingamp ou contre Laval, il va falloir être capable de performer à un plus haut niveau. Et puis derrière, c'est quand même un match à Saint-Symphorien. Ça reste quand même un gros avantage pour le FC Metz, parce que c'est quand même un des stades qui a fait je sais pas si c'est la moyenne d'affluence la plus haute de la saison, mais c'est quand même très très haut si c'est pas celle-là. Je pense que avec un public très fidèle, très chaud comme on le connaît. Donc non, ça va être un gros défi pour Dunkerque. C'est sûr que sur le dernier mois, on a du mal à les voir le relever. Maintenant, rien ne dit qu'on les reverra pas avec un visage un peu plus similaire à ce qu'on a vu tout le reste de la saison quand même. Et je pense qu'il faut les féliciter aussi pour avoir validé cet objectif top 5 qui n'était même pas un objectif, je pense, au début de la saison. Oui, à la base. Mais voilà, ce top 5 là, c'est vraiment pas quelque chose qu'on pouvait imaginer au début de la saison, même s'il y a une baisse de forme notable sur les dernières semaines. Et alors, je suis allé voir, et Dunkerque n'est plus sorti du top 5 depuis la 6e journée, et voilà, date à laquelle ils sont rentrés. Donc très clairement, il y avait. C'est dingue. Hein. Voilà, grosse surprise et gros chapeau à Luis Castro et à son USL Dunkerque, qui d'ailleurs de Castro qui n'a pas été cité parmi les coachs au trophée BNFP. Alors c'est les pairs qui nomment leur coach préféré, on va dire les meilleurs coachs de la saison, en tout cas avant la grande révélation aux soirées du NFP, c'est eux qui nomment qui citent les cinq coachs. Alors, je crois qu'on avait Olivier Pantaloni, Stéphane Gilly, on avait Sylvain Ripoll, Stéphane Lemignan, et puis Olivier Frappoli. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le coach dunkerquois qui n'a pas été cité, pour moi, il méritait sa place. Ouais, je pense aussi. Ouais. Moi aussi. Franchement. Voilà, et du coup, il n'y figurera pas, mais on n'oubliera pas de le mentionner, bien sûr, dans ce débrief-là. Gros travail de Luis Castro qui arrive à faire
Ouais, c'est un exploit, hein, de la même taille de la même ampleur que Rodez l'an dernier, qui a fini 4e, hein, finalement. C'est à peu près comparable. On l'a un peu plus vu venir avec la deuxième partie de saison dernière de Dunkerque, qui était quand même déjà assez remarquable. Ils sont restés sur une forme de lancée, quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est quand même une sacrée perf, surtout que y a moyen d'aller chercher ce dernier match, ce premier match des playoffs à Tribu, qui serait un gros avantage, sachant que Guingamp n'a fait que match nul de partout contre Bastia. Un match très controversé pour le coup, parce que non seulement Guingamp a écrasé le début de la rencontre, et qu'ils auraient mérité plus d'un but, mais surtout qu'ils auraient mérité un penalty après l'égalisation de Tommy. Donc juste avant la mi-temps, il y avait un penalty clair et net qui a été oublié par Monsieur Deschépy, et très franchement, ça change le cours du match, ça change le résultat, hein, puisque Bastia a aussi marqué en début de deuxième mi-temps voilà, c'était la mine Cissé, très joli but d'ailleurs de Cissé. Faut rien lui retirer. Mais avec 2-1 pour Guingamp, est-ce que ça aurait été possible? Est-ce qu'il aurait pu se balader aussi facilement dans la surface? Je sais pas. Je sais pas si Guingamp aurait peut-être adopté une stratégie un petit peu plus défensive, un peu plus conservatrice. C'est pas trop la philosophie de Sylvain Ripoll, mais voilà, à 2-1 à la mi-temps, tu fais pas le même match qu'à 1 partout, quoi, surtout quand tu dois gagner. Voilà, c'est le bémol que je mettrais, parce que c'est un très beau match, très divertissant, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de spectacles, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu pour Bastia. Bastia, il venait vraiment sans aucune pression, et finalement cette faute de Placide sur Picard, si je ne dis pas de bêtises, qui a été complètement oubliée par l'arbitre. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peut tout rebattre complètement les cartes, et qui peut permettre à Laval de revenir dans la course, par exemple, hein. Il faudra peut-être en parler si jamais ce scénario se produit, les gars. Ceci dit, je pense que Guingamp, à 1-0, quand tu mènes contre une équipe qui n'a plus rien à jouer, ils auraient quand même dû ramener le résultat, même sans le penalty, hein. Mais c'est vrai que clairement, il y a une erreur en leur défaveur, mais ouais, je trouve que ça reste quand même un résultat un chouïa décevant pour Guingamp. Qui malgré tout va peut-être franchir le plafond de verre contre lequel il cognait depuis plusieurs années. Je les vois un peu plus forts que Laval, mais ça se joue pas à grand chose. Je vois Guingamp un peu plus performant offensivement, je pense. Donc, est-ce que tu peux me rappeler quels sont les adversaires des deux clubs sur la dernière journée? Alors, Laval affronte Metz à la dernière journée. Donc, alors, est-ce que Metz, ce sera en mode on fait tourner, on garde tous nos cadres, on les fait se reposer, sachant qu'ils auront après une semaine de repos? Bon, je suis pas certain. Moi, je pense que Stéphane Lemien va pas miser là-dessus. Et Guingamp va à Pau. Pas facile, mais en même temps, Pau n'a plus rien à jouer non plus. Ouais, et puis ils l'ont bien montré contre Amiens qu'ils n'avaient plus rien à jouer, donc. Ouais, mais tu vois, peut-être qu'ils veulent se rattraper. Donc, non, mais t'as raison. Oui. C'est avantage Guingamp évidemment dans cette ultime journée. Alors, on n'a pas la différence de but. Je vais essayer de voir le classement complet. Voilà. Différence de but. Ouais. Donc, il faudrait, si jamais il y a match nul, il faudrait que Laval gagne par 5 buts pour passer devant. Par 4 Par 4, pardon, par 4. Oui, tout à fait. S'il y a match nul, c'est par 4. Effectivement, donc ouais, ça paraît compliqué contre Metz. Donc Guingamp n'a en théorie besoin que d'un nul. C'est gros avantage Guingamp. Mais on parlait de Dunkerque qui a du mal sur le dernier mois. Guingamp, ah oui. C'est compliqué aussi, hein. Guingamp, ça a été difficile. Une victoire sur les 5 derniers matchs. Ouais. Guingamp, ils ont eu une cascade de blessés quand même que n'a pas forcément eu l'équipe. Tout à fait. C'est vrai, t'as raison. Tout à fait. Et donc Laval qui est toujours dans la course, ce qui n'est plus le cas du FC Annecy. On va revenir un petit peu sur ce match-là, Clermont-Annecy. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Je pense quand même qu'il faut revenir sur un petit peu la déliquescence du Fessé. Surtout que c'est un club qu'on sait très très fort dans le premier quart d'heure, dans la première demi-heure. Ils arrivent à tirer le meilleur de leurs joueurs et à bien mettre les adversaires en difficulté au début de match quand ils ne sont pas encore assez fatigués pour que leur pressing perde un peu en efficacité. Et là, tu as Famara Diédhiou qui arrive à marquer dès la première minute, Baswamina qui double la mise à la 30e. Voilà. Donc, Annecy n'a pas perdu sa place pour les playoffs que sur ce match-là. Ils ont fait une phase retour qui était globalement moins bonne
que la phase aller. Mais là, c'est vrai que c'est une grosse déception quand même pour les Annéciens que de s'incliner de cette façon-là en donnant les clés du match à Clermont, on va dire, dans la première demi-heure. Ouais, c'est ça. Ils prennent vraiment à la première minute un but venu de l'espace, quoi. Oui, bien sûr. C'est difficile de les blâmer parce que cette action-là, un truc de cette qualité, on n'a pas vu ça clairement depuis quand même plusieurs mois, si ce n'est 2 ans. Donc, le match pouvait pas plus mal commencer contre une équipe qui joue sa survie comme ça. Et je parlais de Guingamp qui a eu quelques blessés. À Annecy, c'est une hécatombe aussi depuis 2025. Donc, eux non plus, j'ai pas trop envie de les blâmer. Bon, pour moi, c'est une équipe qui a tout de même dépassé les attentes cette année, Annecy. Donc, un play-off, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Mais bon, ça reste quand même une saison de bonne facture, je pense. Ouais, tout à fait. Et alors, Clermont, c'est la première victoire depuis le 10 janvier, rendez-vous compte. Ça faisait pratiquement 4 mois pratiquement 5 mois. Non, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais... ouais, c'est ça, effectivement. Donc ça faisait 5 mois que Clermont galérait en Ligue 2. Alors, prenait des points par-ci par-là, n'était jamais vraiment complètement largué. Mais quand tu vois que Martigues avait accéléré, c'était très très difficile de tenir le rythme. Et là, cette victoire, elle arrive pile au bon moment, quoi. Parce que de toute façon, si tu fais que match nul dans ce match-là, tu es obligé de gagner ton dernier match de la saison. Et on sait que c'est sans victoire depuis début 2025, que ça aurait été très compliqué. Là, c'était vraiment le moment. Surtout qu'à domicile, Clermont avait vraiment été l'une des pires équipes de Ligue 2 cette saison. Et voilà, avec des cadres qui se révèlent, qui sont bien réveillés, comme Kader Bamba, comme Henri Sévet, voilà, de très bons matchs un peu de tout le monde. On va encore mettre un i sur la défense clermontoise qui est pas au niveau. Donc on parlait de Da Silva tout à l'heure, mais aussi il y a le but contre son temps de Konaté. Je sais pas s'il peut faire beaucoup mieux que ça. Et en même temps, voilà, il la pousse bien au fond quand même. Il y a l'attaquant derrière lui qui la met, je pense. Donc c'est ça. Ouais, mais c'est difficile dans tous les cas. Ouais. Mais là, on n'a pas vu encore une équipe clermontoise rassurante. Et tout peut se passer sur la dernière journée, sachant que Martigues a montré qu'il était capable de prendre des points contre les très gros du championnat. Donc attention Clermontois, surtout ne pas se relâcher. C'est victoire obligatoire à Rodez et c'est vraiment pas facile. Heureusement, voilà, c'est un déplacement assez court avec peut-être des supporters qui vont pouvoir faire le déplacement, mais voilà, ça va être compliqué quand même d'assurer le maintien. Il va falloir faire force sur la dernière journée pour les Clermontois, qui ont au moins leur destin entre leurs mains, et ça on ne peut pas leur retirer. Donc bravo à eux. De quel match est-ce qu'on n'a pas parlé encore? Ajaccio-Lorient, on a très peu parlé finalement. J'ai envie de dire que c'est le dernier match qui est vraiment important de cette journée-là et dont on n'a pas parlé. Avec le Red Star, peut-être. Voilà. Messieurs, vous voulez parler de quoi en premier? Ajaccio-Lorient, c'est assez classique de l'équipe déjà promue qui arrive à un peu trop décontracter. Ceci dit, Ajaccio n'avait pas non plus grand-chose à jouer, mais je pense qu'ils ont voulu rester sur leur bonne dynamique de deuxième partie de saison. Pour leur dernier match à domicile, voilà, ils ont offert un beau spectacle à leur public. Le stade Michel Moretti, il n'est pas toujours plein à ras-bord, mais voilà, ça méritait quand même de bien finir avec les adieux de Thomas Mangani. Voilà, c'était une belle soirée pour Ajaccio. Maintenant, Lorient, je pense qu'ils vont avoir à cœur d'aller chercher le titre lors de la dernière journée. Il va falloir quand même se remettre dedans encore un peu. Toi aussi, Karel, tu fais de Lorient ton favori pour la dernière journée, pour le titre. Bien sûr, ils ont l'avantage des points, mais... Je pense, même si Martigues, je considère que c'est quand même pas facile à jouer sur cette phase retour. Maintenant, si Lorient joue à son niveau, évite un peu le trou d'air qu'ils ont eu ce week-end, et comme l'a dit Étienne, on pouvait peut-être le prévoir parce que il y a forcément du relâchement après une saison où voilà, t'es en tête pendant toute la saison, où tu joues le titre, où tu joues la montée directe. Quand l'objectif principal, on va dire, même si le titre est important et acquis, c'est normal qu'il y ait un peu de relâchement, mais là, comme on le disait tout à l'heure, avec la carotte d'un trophée à soulever devant ton public, dans un moustoir qui va sûrement être plein, contre une équipe, voilà, je le dis, Martigues a du caractère, Martigues s'est relevé, mais ça reste quand même une équipe qui est bien en dessous des Merlus globalement.
même s'ils auront un énorme objectif. Je pense honnêtement que Lorient va faire le travail. Ok. Je pense que Lorient est favori. Ouais. Donc Lorient favori pour aller chercher le titre sur la dernière journée. De toute façon, effectivement, ils ont l'avantage et un match nul, ça leur suffirait, hein, vu la différence de but. Un match nul suffirait au FC Lorient pour garantir ce trophée qui leur tend les bras. Je ne vais pas dire qu'il est amplement mérité tant que Paris est encore dans la course. On verra bien effectivement les résultats de la 34e journée. Et enfin, le dernier résultat un petit peu marquant, c'est ce match nul, un partout entre Caen et le Red Star. Avec un nouveau très beau but d'Aliou Badji, voilà, une belle tête au deuxième poteau, là où il s'élève plus haut que tout le monde. Aliou Badji, vraiment l'homme en forme. Hein. On l'a mis déjà en valeur sur ce débrief-là la semaine dernière. Il a retrouvé un petit peu ses crampons de buteur, aussi de passeur décisif, hein, puisqu'il en a fait une ou deux récemment. Mais voilà, le Red Star qui se fait bien emmener par son avant-centre qui lui permet d'arracher, de confirmer le maintien, voilà, un partout dans un match un peu tranquille. Caen qui avait pas mal de public contre lui aussi. Hein, le Stade Malherbe, ça n'a jamais été le cas toute la saison. Dernier match à domicile où on sait qu'ils sont relégués. Là, ça a été le cas pour le coup vraiment. Parce que c'est vrai qu'avant les 3 buts de Martigues, je ne crois pas que les supporters se soient vraiment rebellés à ce point-là contre Malherbe. Bon, voilà, c'est un peu la fin d'une ère quoi, pour Caen qui quitte, je crois, c'est pour la première fois depuis plus de 40 ans. Hein, ouais, ça date des années 80, je crois que 80, 83, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, ouais. Ça date. C'est ça. Donc, maintien pour le Red Star. Mérité, messieurs, sur l'ensemble de la saison. Moi, je les voyais faire un petit peu moins de distance avec le 16e, mais il faut dire que Martigues partait de loin et donc, du coup, ils avaient beaucoup de chemin à reprendre, enfin, beaucoup de points à reprendre pour arriver à hauteur du Red Star. Et Clermont a tellement pris peu de points sur la phase retour que oui, finalement, c'est Red Star qui a été plus régulier globalement sur la saison, se maintient assez tranquillement. Bon, ça paraît logique comme ça. Bah, ils ont accéléré au début du mois de mars quand ils ont eu leurs 2 rencontres d'affilée à domicile contre Guingamp et Amiens, je crois. Je ne les avais plus en tête. Mais je viens de regarder, je m'en rappelais déjà plus. C'est pas un souvenir. J'aurais pu faire semblant, mais non, mais ils ont accéléré à ce moment-là. Ils prennent 6 points. 6 points pour une équipe qui est à la lutte pour le maintien en 2 rencontres, c'est énorme. C'est énorme là, sur les dernières. Et c'est ce que j'allais dire, ouais, sur les dernières semaines, c'est beaucoup de matchs nuls. Ouais. Mais mine de rien, quand tu prends un point pendant plusieurs semaines d'affilée, là où tes concurrents n'en prennent aucun, parce qu'on a bien vu que Clermont avait du mal à en prendre pendant un certain temps, et même si c'est 1 point par 1 point, l'écart il se creuse et l'écart il est assez conséquent pour que tu sois assuré de te maintenir à une journée de la fin. Et puis le Red Star, même avant les 2 victoires dont j'ai parlé, a été capable d'aller chercher des succès, peut-être un peu plus compliqués aussi. Là, en regardant comme ça, ils avaient gagné contre Grenoble à la fin du mois de décembre, juste avant la phase retour. Et puis en revenant, ils vont gagner à Rodez aussi, qui est un concurrent direct. Donc mérité pour le Red Star qui a eu des phases compliquées, forcément pour une équipe qui joue le maintien, c'est normal, mais qui, je trouve, n'a pas eu des phases de disette où on était aussi inquiet que pour Clermont, que pour Martigues à un certain moment, et forcément que pour Caen. Ils étaient peut-être un peu plus dans le panier de Rodez, c'est-à-dire une équipe qu'on savait capable, malgré ses difficultés, d'aller gagner un match pour se redonner un peu d'air, là où on se disait que c'était peut-être un peu plus compliqué pour Clermont, plus compliqué pour Caen, et puis bien plus compliqué pour Martigues à un certain moment, même s'ils ont bien redressé la barre sur la phase retour. Tu es d'accord avec ça, Étienne? Même constat, le Red Star avait sa place en Ligue 2 pour l'an prochain. Ouais, ils ont fait une saison très cohérente. Effectivement, ils avaient leurs limites. Au début de saison, on l'a vu. Il y a eu une période où ils avaient un petit problème d'efficacité offensive. Plus tard, ou un peu avant, je ne sais plus, ils ont eu un problème de défense. Ils prenaient trop de buts, mais Grégory Poirier, match après match, il a essayé de faire les réglages qu'il fallait. Et puis, comme
comme le disait Karel, ils ont eu quelques périodes compliquées, une en septembre, une en janvier à peu près, mais il y a jamais eu de trou noir, quoi. Le pire qu'ils aient fait, c'est 3 défaites de suite. Donc après, ils sont toujours relevés. Et puis voilà, donc voilà, c'est il y a pas un effectif qui avait énormément changé par rapport au national, je pense. Donc la mission était pas évidente. Ils bénéficient du fait, je pense qu'il y a derrière eux 2 équipes qui sont pas du tout censées être derrière eux. Donc Clermont et Caen, voilà, le Restart a su quelque part sanctionner ces 2 équipes en étant plus régulier. Tout à fait. Et donc le champion en titre de national qui monte et qui fait mieux que Martigues, son dauphin, qui fait mieux que 2 clubs avec des budgets beaucoup plus importants, et finalement ce maintien est globalement mérité. En parlant de national, on peut quand même lâcher un mot sur la promotion, la montée de l'AS Nancy Lorraine en Ligue 2. Enfin, voilà, ça faisait 3 ans qu'ils étaient en dessous. Et voilà, Nancy qui remonte enfin en 2e division. C'était une anomalie de les voir à ce niveau-là aussi longtemps, surtout. Ça arrive de descendre, mais rester 3 ans comme ça à ce niveau-là, surtout. Moi, je me rappelle de la première saison où ils avaient failli redescendre en National 2 et qu'ils avaient été sauvés par une rétrogradation administrative. Donc non, très franchement, chapeau à Nancy pour ces années de résilience. Bravo à Pablo Correa, voilà, qui est revenu au milieu de la saison dernière pour sauver Nancy, qui était à nouveau mal parti, et qui, sur les 18 derniers mois, la forme de Nancy, c'est du Dunkerque. Très clairement, c'est du Dunkerque. Alors certes, avec un budget bien plus important que les autres clubs de national, en comparaison avec Dunkerque en Ligue 2, Nancy en N1, c'est sûr que Nancy a un bien plus gros budget, mais quand même, il faut saluer le travail qui a été accompli, qui a été réalisé. Personnellement, je suis le national chaque semaine, et je vois que Nancy, bon, ils n'avaient pas de concurrent à leur hauteur sur cette saison 24-25, même si Le Mans est quand même très bien placé et très bien parti pour aussi réussir l'exploit de remonter. Donc on va suivre ça avec attention, et puis bienvenue aux Nancéens. Si vous regardez ce podcast, bravo à vous pour la montée, et n'hésitez pas à nous suivre, voilà, sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, sur X, sur Facebook, pour suivre toute l'actualité de la Ligue 2. On va se remettre à parler bien plus activement de votre club, même si on avait continué à vous suivre bien sûr en 3e division. Voilà, donc bravo aux Nancéens et à Pablo Correa pour cette promotion en Ligue 2. On va parler maintenant de la 34e journée rapidement et des enjeux de ce dernier match. Annecy-Grenoble, un derby qui finalement un petit peu a perdu de sa saveur, si ce n'est la course pour la 7e place. Bon, ça n'a pas d'importance. C'est ça. Mais voilà, lequel des deux clubs va finir devant l'autre. Bastia-Caen, qui n'a pas d'importance. 3 Amiens, évidemment, n'en a pas non plus. Laval-Metz a un gros enjeu, en tout cas pour la 5e place, puisque Laval est encore dans la course et peut coiffer Guingamp en poteau. Guingamp, on a dit tout à l'heure, se déplace à Pau. Lorient reçoit Martigues pour sécuriser et garantir son titre de champion de Ligue 2. Il est poursuivi par le Paris FC qui affronte l'AC Ajaccio à Charletti. En ce qui concerne le Red Star et Dunkerque, voilà, c'est un match à Bauer. Dunkerque doit faire gagner ou faire match nul, je ne sais plus. En tout cas, on avait dit... Dunkerque Ouais, je ne sais plus ce qu'il doit faire. Dunkerque doit faire match... Non, Dunkerque doit gagner parce que... S'il y a match nul, Guingamp peut repasser devant. Non, s'il y a match nul, c'est fini. Donc non, ils ont encore à nouveau qu'un match nul à faire. Ouais. Qu'un match nul à faire pour Dunkerque, pour garantir de recevoir le Playoff 1. Ce sera important, ça aura beaucoup d'impact sur le résultat. Et enfin, Rodez qui reçoit Clermont, un Clermont Foot qui doit gagner pour assurer sa place en Ligue 2 pour la saison prochaine. Ça va être très très chaud. Beaucoup d'enjeux sur la moitié des matchs. Au moins la moitié. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 matchs avec enjeu, donc bien plus de la moitié des matchs, 2 tiers des matchs qui ont des enjeux sur cette dernière journée. Ce n'est pas toujours le cas, donc voilà, on est prêt pour une dernière journée un petit peu folle avec tous ces matchs le samedi 10 mai à 17h. Rendez-vous sur Ma Ligue 2 pour les suivre, bien sûr, suivre le direct, suivre les premières réactions immédiatement après le coup de sifflet final. On sera là, bien sûr, pour débriefer tout ça, pour en parler, pour peut-être même faire un avant-match. Je ne sais pas trop si on arrivera à se chauffer. En tout
temps, on sera là bien sûr pour les playoffs, pour les barrages d'après saison, voilà, pour voir qui se maintiendra ou montera en Ligue 1, qui se maintiendra ou montera en Ligue 2 à la place d'un de nos clubs. Voilà un petit peu le programme de ce mois de mai. Merci beaucoup Étienne et Karel de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission. Voilà, et puis je vous souhaite à tous de passer une très très bonne semaine avec beaucoup d'enjeux en Ligue 2. On a hâte d'être à cette J34. À très bientôt sur ma Ligue 2. Salut tout le monde. Salut.